20h sur DTV, le journal et ses titres. Cacophonie totale au sein des travailleurs de la Poste. Membres du syndicat des travailleurs et pro-Siradia s'en sont venus aux mains ce matin. L'organisation syndicale n'a pas pu tenir son AG mais promet de poursuivre le combat. Arrestation d'une dizaine de transporteurs greffistes. Le syndicat national des transports routiers exige leur libération immédiate. Les négociations avec le Premier ministre sont en cours, mais le règlement 14 de l'UEMOA demeure toujours le principal point de discorde. Et puis l'affaire Omar Watt continue de susciter moult réactions. Des organisations de défense des droits humains disent plus jamais ça et réclament justice. Et enfin, naufrage du bateau le Diola. Qu'en est-il des promesses faites au public de la nation? 16 ans après, les attentes sont toujours vivaces. Vous les entendrez dans cette édition. Bonsoir. Ouvrons cette édition avec l'Assemblée générale du syndicat national des travailleurs de la Poste et des télécommunications. La réunion n'a pas pu se tenir. Les pro-Siradia ont marqué leur opposition. Malgré les affrontements, le CNTPT ne compte pas reculer ni abandonner le combat, nous dit Adjara Ndiaye. Des échauffourées entre travailleurs de la Poste, des gaz lacrymogènes pour calmer les esprits. Une partie du personnel de la boîte refuse que les membres du syndicat de la Poste tiennent leur assemblée générale. Les pro-Siradia se sont mobilisés pour interdire formellement une quelconque activité contre leur patron. C'est une minorité et une majorité qui est devant vous. Où sont-ils? Où sont-ils? S'ils étaient aussi nombreux, ils ne seraient pas là, ils seraient dehors. C'est une minorité. Ils se cachent. Parce que nous, là, moi je dis, on s'est levé pour dire non, on n'acceptera plus. Mais vous mettez en place un plateforme revendicatif. Le DG satisfait le plateforme revendicatif. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en tant que postier et syndicaliste? C'est d'aller au travail. Quelques minutes plus tard, les syndicalistes sont sortis. Ils n'ont pas pu se prononcer. Joint finalement par téléphone, Ibrahim Sarr reste sur sa position. Il dénonce la mauvaise gestion du directeur général. Nous considérons que c'est un débat qui se pose en entreprise. La responsabilité voudrait que ce débat-là soit géré en entreprise au lieu de le transférer sur un autre terrain. Je pense que ça c'est l'argument des faits. Mais cela ne fera pas déchanter. Parce que ça concerne notre avenir. Aujourd'hui, les travailleurs, dans leur écrasante majorité, voulaient réclamer ce qui leur revient de droit, à savoir intégrer ce processus de respiration-là pour qu'ils empruntent un cours conforme à l'intérêt de l'entreprise et des travailleurs. Depuis quelque temps, le syndicat de la Poste déroule son plan d'action pour fustiger la gestion de la boîte. Cependant, certains travailleurs ne partagent pas le même avis et sont déterminés à défendre leur chef, Siradia. La commission de l'UEMOA a mis en place des réformes et politiques pour faciliter le libre-échange dans l'espace. Cependant, ces textes peinent à être appliqués dans pas mal de pays, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Une revue annuelle des réformes et programmes et projets communautaires s'est tenue ce matin. Écoutons à ce propos Moustapha Ngom, il est le coordonnateur de la cellule de suivi de l'intégration au micro de Ndaï Fatim Lo. La grève des transporteurs gros porteurs du Sénégal se poursuit. Démarrée dans la nuit du lundi au mardi, le syndicat les regroupant a décidé de geler ses activités, une manière de mettre en exergue leur mouvement d'humeur. Cependant, plus d'une dizaine de membres ont été arrêtés à Diamniadio. Quand on a démarré la grève, il y a eu certains qui n'étaient pas bien informés. Alors on a décidé d'aller à Diamniadio et de les sensibiliser. La police est arrivée et a arrêté nos camarades qui étaient sur place. Pourtant, au même moment, le Premier ministre était en réunion avec nos dirigeants pour négocier. Maintenant, nous voulons stopper ces concertations. Les acteurs de ce secteur ne veulent plus entendre parler de l'article 14 du règlement de l'UEMOA.
Ce texte impose en effet des règles sur le chargement et le poids des camions. Ces transporteurs protestent contre les nouvelles amendes sur la surcharge à l'essieu. On n'en peut plus des amendes du pesage. Des fois, après le pesage au port, on nous dit que tout est normal. Mais arrivé à Diamniadio, c'est le contraire. On nous signale que le poids est élevé. Pourtant, c'est le même système de pesage. On n'arrive pas à comprendre. On dirait que c'est juste une façon d'arnaquer les transporteurs. Au moment où le Premier ministre est en pourparlers avec les responsables du syndicat, la police a arrêté certains de leurs membres. Les transporteurs gros porteurs exigent la libération de leurs collègues. Vous venez plutôt de suivre un élément de Chantal Badji qui revenait sur la grève du syndicat des transports routiers et sur l'arrestation d'une dizaine de transporteurs. Je vous l'annonçais, tantôt la commission de l'UEMOA a mis en place des réformes et politiques pour faciliter le libre-échange dans l'espace. Cependant, ces textes peinent à être appliqués dans pas mal de pays, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Une revue annuelle des réformes, programmes et projets communautaires s'est tenue ce matin. Écoutons à ce propos Moustapha Ngom, il est le coordonnateur de la cellule de suivi de l'intégration. Il est interrogé par Ndeye Fatim Lo. Oui, donc la mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires par le Sénégal. Donc vous savez dans le cadre de l'intégration économique régionale, l'UEMOA est appelé à prendre des textes sous forme de directives ou de règlements. Et chaque État membre est tenu d'appliquer, de transposer d'abord et d'appliquer ces textes. Maintenant, on avait constaté que l'application de ces textes posait problème au niveau des États. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mettre en place une revue annuelle qui permettra à la Commission, en collaboration avec les États membres, de faire l'état de mise en œuvre de ces textes pour pouvoir aller plus rapidement dans la réalisation des objectifs prévus par le traité. L'année dernière, la revue s'est tenue ici à Dakar au mois d'octobre et les résultats que nous avions étaient satisfaisants. En tout cas, si l'on en juge de façon globale au sein de l'Union, on était premier ou deuxième dans certains domaines. Entre-temps, c'est juste, ça ne fait pas encore une année, mais nous avons fait également des pas assez importants entre 2017 et 2019 et nous pensons que pour cette année également, le Sénégal va améliorer sa performance. Reparlons de l'affaire Omar Watt. L'enquête révèle que les militaires français en question étaient en état d'ivresse lors de la bagarre, un fait qui risque de les enfoncer davantage. La RADDHO et le mouvement France Dégage exigent une meilleure prise en charge de la victime. Ces militants des droits de l'homme réclament aussi justice dans cet élément de Djiboussar Djonia. L'enquête sur l'affaire Omar Watt commence à livrer ses premiers secrets. D'après les derniers rebondissements, les mises en cause sont arrivées sur les lieux ivres. Un fait qui risque de porter préjudice à ces militaires français. C'est tout simplement inacceptable, scandaleux. Et nous disons de la manière la plus claire qui soit, plus jamais ça. L'utilisation de la force aussi doit s'exercer dans le cadre de l'application de leur mission. Je pense que dans leur mission, il n'était pas dit qu'ils devaient assurer la sécurité. L'enquête suit son cours. La victime reste toujours à l'hôpital dans une situation inquiétante. Ses droits de l'homme réclament justice dans les plus brefs délais. Nous espérons qu'il n'y aura aucune contrainte, en tout cas aucune entrave à l'application de la justice sur ce cas-là. S'il y a les coupables, les responsabilités doivent être situées et les responsables traduits en justice. Avec la famille de Omar Watt, nous exigeons que le président Macky Sall, que le président Macron s'occupent de la santé de ce concitoyen, accèdent à la requête de sa famille. Ce dérapage de ces forces de l'ordre françaises pousse ces droits de l'homme à intervenir sur le classement de la police sénégalaise. Au moment où la RADDHO salue le travail abattu en matière d'enquête, Frappe France Dégage décline ce classement. C'est une police qui est connue pour son professionnalisme. Maintenant, il y a eu ces derniers temps beaucoup de bavures que nous-mêmes nous avions dénoncées en son temps. Il y a eu beaucoup de bavures policières
qui sont liées peut-être à un manque de formation. Je voudrais rappeler que la police sénégalaise est une police où un policier travaille pour plus de 5000 habitants. Or, les normes disent en fait qu'il faut un policier pour 1000 habitants. Pour nous, ce classement, c'est un classement bidon, c'est du pipeau, c'est un classement de complaisance. L'affaire Omar Watt est loin de connaître son épilogue. Ce jeune homme est plongé dans le coma à la suite d'une bagarre avec des militaires français. L'Arado, tout comme le collectif France Frappe Dégage, exige une meilleure prise en charge de leurs concitoyens. Tout autre chose, dans cette édition, Bruno Diatta sera inhumé jeudi prochain au cimetière catholique de Bel-Air. Des obsèques à la dimension de l'homme sont prévus pour lui rendre un hommage de bon aloi. Les témoignages sont unanimes, les qualités humaines et professionnelles de l'homme d'État sont incontestables. Le ministre d'État Robert Sagna, l'ambassadeur itinérant Fodé Silla et le journaliste Mamadou Thior se prononcent dans ce dossier d'El Hadj Moussa Beya. Des funérailles à sa dimension attendues pour un ultime hommage pour ses services rendus à la République. Le chef protocole de la présidence, le défunt ministre Bruno Diatta, fait l'unanimité chez ses collègues, collaborateurs et proches. Il a donné ses lettres de noblesse à la diplomatie française. Comme il était la crème de la crème en matière de représentation, comme il y avait cette élégance morale et physique, comme il avait cette façon de faire qui était unique, ça fait qu'il avait marqué, il avait vraiment marqué, et d'ailleurs partout dans le monde, pour désigner un petit protocole local, pour désigner une référence, on dit toujours tu fais ton Bruno Diatta ou il faut faire comme Bruno Diatta. Ça marque à quel point, à ce moment-là, on voit ce qu'il a pu apporter de très profond dans la conduite protocolaire des choses. Nous nous fréquentions du fait d'abord qu'on avait des relations, comme j'ai dit, presque familiales, parentales. On appartenait à la même région. Et en plus, nous habitons pas loin l'un de l'autre. Et nos familles, nos enfants se connaissaient, se fréquentaient. Ce qui a consolidé ces liens et les a rendus un peu particuliers. Et vous comprenez donc toute l'émotion et toute la peine que je ressens par la perte de Bruno Diatta. Derrière tout grand homme se cache une grande dame, dit l'adage. La grandeur du Diola de souche est due, du moins croit le ministre d'État Robert Sagna, à la présence de son épouse à ses côtés durant toute sa carrière diplomatique. C'est une femme remarquable, intelligente et passionnée de l'art et de la culture, et qui auprès de lui a apporté beaucoup. Je crois qu'aussi le succès de Bruno, on le doit aussi. On ne le dit pas assez à cette dame, Thérèse Turpin. L'absent le plus présent dans les démarches protocolaires à la présidence, Bruno entretenait également de fines relations avec la presse sénégalaise. Je n'ai pas souvenance d'un incident qui a opposé Bruno à une consoeur ou un confrère. Honnêtement, je sais que je suis dans ce métier depuis très longtemps. Ça veut dire qu'il était d'une courtoisie exquise, comme je le disais au début, à son niveau de responsabilité, chef du protocole de la présidence. Bon, on est peut-être tenté de se faire voir, donc ce qui n'était pas son cas. L'âme de la République, comme le qualifie d'aucuns, pour avoir servi tous les régimes depuis l'indépendance, s'en est allé pour de bon. Nonobstant, les souvenirs tant professionnels que personnels vont demeurer. Je suis venu avec mes enfants il y a 6-7 ans à la Somone, et il se trouve que la maison dans laquelle on était en vacances, en famille, était mitoyenne de la résidence qu'il avait à la Somone. Et donc je pense que je suis un des rares à avoir des photos de cet homme extrêmement soigné, extrêmement classe, avoir des photos de mes enfants avec Bruno où il a un casquette et un t-shirt. Voilà. Il porte avec lui beaucoup de secrets d'État. Mais vous n'avez jamais entendu Bruno révéler des secrets d'État. Il y en a qui me disaient, mais je n'ai jamais entendu la voix de Bruno Diatta.
après tant d'années. Bon, c'est ça qui m'a surtout marqué. En lieu et place de son village originaire, Cabros, Bruno sera inhumé au cimetière catholique de Bel-Air pour ainsi permettre aux Sénégalais de pouvoir se recueillir sur sa tombe. Bien que Cabros fait partie du Sénégal, mais en l'inhumant à Dakar, vous donnez la chance à plus de Sénégalais qui vont au cimetière de Bel-Air d'aller se recueillir sur sa tombe. Et peut-être de se souvenir que vraiment il y a eu un grand monsieur, Bruno Diatta, qui a servi l'État. Je crois que c'est beaucoup plus pratique parce qu'on continuera à l'honorer, on continuera à lui rendre visite. Et quoi, c'est sa famille, et ses amis, ses parents étant essentiellement à Dakar, je crois que le choix qui a été fait de l'enterrer ici, à mon avis, rationnel. L'inhumation de l'authentique patriote est prévue jeudi. Après Maître Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, il sera la 3e personnalité étatique à avoir droit à des obsèques nationales. Ils ont perdu des parents dans le naufrage du bateau Le Joola. Ils misaient sur les promesses étatiques pour poursuivre leurs études. 16 ans après, ces orphelins ou pupilles de la nation, si vous voulez, sont partagés entre petits coups de pouce et promesses non tenues de la part de nos autorités. Contre mauvaise fortune, ils font bon cœur en déployant beaucoup d'efforts personnels pour ne pas voir leur avenir se noyer dans les maigres espoirs entretenus par les promesses étatiques. Mansour Sawa. Fatou Bintou Danfa, Souleymane Ba et Marietou Djedjou, des destins croisés. Unis à jamais par cet événement tragique du 26 septembre 2002. Le bateau Le Joola venait de sombrer au large des côtes gambiennes, emportant dans ses entrailles leur unique rempart, leurs parents. Et l'État du Sénégal avait pris ainsi l'engagement de se substituer à leur place et d'accompagner ces orphelins dans leurs études. Ils avaient dit qu'ils vont nous prendre en charge, peu importe la situation. L'argent vient en retard non seulement, on ne voit même pas de fourniture. Parfois, on le voit comme parfois on ne le voit pas. Les promesses sont manquées. Des promesses jamais tenues en partie, ce qui a eu des conséquences désastreuses sur l'avenir de ces jeunes qui ne demandaient que d'être accompagnés. Ils devaient nous prendre en charge, peu importe la situation, surtout sur le plan des études. Ils doivent se veiller sur nous et nous sensibiliser à continuer nos études et nous encourager. Quand on avait eu notre BFM, ils nous ont honoré de nous donner 50 000 pour nous encourager et pour augmenter davantage sur les études. J'ai poursuivi mes études à Louga, à SOS Louga. Maintenant, je ne suis plus là-bas, à SOS. Ouais, je voulais qu'on me laisse faire la classe de 3e, mais eux, ils ne m'ont rien dit. Ils m'ont dit que cette année, tu vas sortir. J'ai dit oui, mais je veux que vous me laissez faire la classe de 3e. Si j'ai eu mon BFM, là, je pourrais partir faire la classe de seconde ailleurs. Des destins croisés, mais avec des trajectoires différentes. Contrairement à ses camarades, Marietou Djedjou a été plus chanceuse. Je continue bien mes études et je sais que j'irai de l'avant. Je les remercie beaucoup et aussi je leur demande d'aider les orphelins qui sont sur la route et tout ça pour qu'ils puissent les accompagner dans leurs études et tous ceux qui n'ont pas la charge chez leurs parents pour qu'ils puissent les aider. Après le naufrage du bateau Le Joola, l'État du Sénégal avait pris l'engagement d'apporter, outre une indemnisation, un soutien moral aux rescapés et aux familles des naufragés. Une loi a été adoptée dans ce sens le 21 novembre 2006, portant statut des pupilles de la nation, en vue d'assurer la protection et l'assistance nécessaires aux mineurs. Aujourd'hui, 16 ans après cette catastrophe, le bilan reste toujours mitigé. La politique, comment décrypter la déclaration de Serigne Pape Malick Sy à l'endroit du chef de l'État et de ses réalisations à Tivaouane? Cette sortie peut-elle avoir une incidence sur le vote? Les analystes politiques Abdoulaye Mbow et Hassan Samb conviennent tous que les chefs religieux doivent jouer la carte de la neutralité pour éviter ce genre de polémique. Chantal Badji les a rencontrés.
Autour de la déclaration du porte-parole de Tivaouane concernant son soutien au président Macky Sall continue de plus belle. Le Sénégal n'est plus à l'ère des consignes de vote. C'est l'avis de ce journaliste politique qui parle d'une avancée de la démocratie. Les Ndigel sont devenus impopulaires. Pour répondre à votre question, ce qui est sûr, c'est que les talibés ne sont plus forcément des moutons de Panurge qui suivent comme ça les mots d'ordre décrétés par des marabouts, quels que soient d'ailleurs les liens parce qu'il faut aussi faire remarquer que la Tijania ne fonctionne pas forcément comme le mouridisme. On n'a pas ici le système du djebelou. Cette déclaration de Pape Malick Sy est assez révélatrice, selon Hassan Samb. Il y a deux marabouts, au moins deux marabouts, issus de la Tijania, du moins, qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Le clergé Tijan, la haute hiérarchie Tijan, a voulu montrer au président de la République qu'ils ne sont pas avec ces marabouts-là qui se sont démarqués. En réalité, c'est ça. Donc, la déclaration du marabout, pour moi, met en exergue largement, effectivement, les divergences internes, n'est-ce pas, dans la famille Tijan. Pourtant, d'autres soutiennent que le message n'a pas été bien perçu. Pour cet analyste politique, cette déclaration ne concerne que son auteur. Jusqu'à la preuve du contraire, Tivaouane n'a pas donné directement une consigne de vote à l'endroit de ces talibés. Et nous avons tous entendu, nous avons tous écouté le porte-parole, Pape Malick Sy, de la famille de Cheikh Sidaji Malick Sy, qui a eu à dire et qu'effectivement qu'il soutient Macky Sall, qu'effectivement qu'il parraine Macky Sall, mais il a dit dans son discours que le temps du Ndigel est révolu. La relation entre les religieux et les politiques demeure toujours diversement appréciée. Pour certains, les autorités religieuses ne devraient pas s'inviter dans la scène politique car le Ndigel ne prospère plus comme avant. La démographie africaine croît à un rythme incontrôlé. Un véritable problème qui peut avoir une incidence sur nos besoins de développement. Cette question sera au cœur du forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain. C'est vous dire que du 16 au 17 octobre prochain, Dakar sera la capitale de l'habitat urbain. C'est un compte-rendu de Ndeye Fatim Lo. Au fil des années, les pays africains vivent un phénomène d'urbanisation accélérée. La population africaine dans les villes est passée de 35 milliards à 500 milliards. Les études ont montré que cette croissance démographique ne va pas s'arrêter. Déjà, en 2009, comptait 400 millions d'habitants. 400 millions d'habitants et en 2030, 500 millions. Ce qui fait que le taux actuellement de 40% serait porté à 50% en 2009. L'Afrique aussi, comme le monde, qui va vers une transition urbaine très accélérée, parce que le monde compte 7,3 milliards d'âmes et 400 millions déjà habitent en ville. En 2050, nous aurons au moins 6,3 milliards d'habitants. Un phénomène qui pose un véritable problème aux villes africaines. Ces dernières ne peuvent pas absorber toute cette population. D'habitats précaires, de quartiers sous-équipés, accompagnés également par un phénomène d'extension urbaine insuffisamment maîtrisé, ce qui se traduit par un étalement de nos villes et une extension de leur dimension avec des problèmes nouveaux en matière de transport, en matière de mobilité, en matière d'accès à un certain nombre de services publics. De plus en plus, il faut faire face à des risques liés à des phénomènes environnementaux. Ainsi, la question de comment développer la résilience des villes africaines se pose. Ce FOMADU, Forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain, a pour objectif de créer un espace de concertation, de partage, entre autres, pour lutter contre ces phénomènes négatifs qui accompagnent l'urbanisation, mais aussi exploiter les possibilités nouvelles qu'elle offre. Ce forum permettra aux pays africains, au ministère du secteur, de poser des actes. C'est-à-dire, non seulement ils ne vont pas théoriser, mais prendre des stratégies communes pour la mise en œuvre justement de l'agenda urbain mondial.
Aujourd'hui, les pays africains veulent faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, durables et résilientes. Au sortir de ce forum, les pays africains vont rédiger la feuille de route de Dakar pour la mise en œuvre effective du nouvel agenda urbain. Politique d'assainissement au Sénégal, 235 milliards de francs CFA ont été dégagés par le gouvernement. De nouvelles habitations sont prévues pour reloger ceux qui habitent dans des zones non assainies. À cela s'ajoutent des stations de pompage pour lutter contre les inondations. Pour plus de détails, écoutons le ministre Diène Farba Sarr. Il est au micro de notre reporter. 235 milliards dans l'assainissement, c'est pour ce rattrapage-là que nous sommes en train de travailler. Dans ce sens, vous avez vu Kaolack aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons quand même des zones endémiques à Kaolack, des zones critiques parce qu'il y a eu des habitations spontanées. Et nous sommes en train, par le canal de la politique du président Macky Sall, faire des logements comme Djahaï, qui va s'élargir dans le Sénégal, et pour reloger encore ces habitants-là. Nous avons financé presque 7 milliards à Touba, 2 milliards à Bambey, à Saint-Louis. Parce que nous avons 15 stations de pompage. À Dakar, nous avons identifié des zones critiques, des points noirs. Nous avons mis des stations. 10 villes actuellement sont concernées. Sans compter, par exemple, les matriculations prioritaires qui se financent à travers le Sénégal pendant les inondations. Et donc le plan décennal actuellement où nous avons quand même financé 235 milliards. Jadis, personne n'en s'occupait parce que l'assainissement est un grand investissement souterrain, enterré, les gens ne le voient pas et ceux qui font la politique ne sont pas intéressés par l'assainissement. Mais le président Macky Sall m'avait dit quand on était à l'opposition que si je termine vraiment l'assainissement au Sénégal et s'il n'y a plus d'inondation, on saura que j'ai travaillé. Et voilà, nous y sommes actuellement. De nouvelles filières scientifiques et technologiques émergentes vont bientôt être enseignées dans nos universités. Des universitaires et chercheurs originaires du Canada, du Sénégal et du Ghana se réunissent pour valider ces filières internationales. Des enseignements qui, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, permettront aux pays africains de se hisser vers l'émergence. La Convention des jeunes reporters soutient sans réserve le syndicat des travailleurs de l'agence de presse sénégalaise. Le président de la Convention, Pape Ndiaye, invite l'État du Sénégal à prendre toutes les dispositions pour l'application du nouveau code de la presse. Le jeune reporter en chef soutient que ça pourrait mettre fin au calvaire des journalistes. La 9e édition du Gala des jeunes reporters est prévue le 7 décembre prochain. Un événement qui va permettre de primer les meilleurs reporters, nous dit Code Ndiaye. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a procédé au lancement officiel de la 9e édition du Gala national de la presse, une manière pour la Convention de primer les meilleurs reportages télé, radio, presse écrite et presse en ligne. Les catégories qui sont nominées, tous les types de médias sont concernés, la presse écrite, magazine, la presse en ligne, la radio, la télévision, la photographie et le prix spécial médias et droits de l'enfant. Pour les gens rédactionnels, ça ne change pas, mais il y a une innovation qui a été